Sous la brume légère d'un Londres ancien, chaque pas résonne comme un écho du passé, et chaque regard semble dissimuler une énigme. Les récits que nous partageons portent toujours en eux cette frontière fragile entre vérité et illusion, entre raison et destin. Mais avant de franchir ce seuil, laissez-moi vous demander, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur « Lecture » ? Dites-le moi en commentaire. Tendez l'oreille, car derrière les voiles de l'aube se cache déjà l'ombre d'un mystère qui ne demande qu'à s'éveiller. C'était un de ces matins londoniens où la ville, encore engourdie par les songes de la nuit, se perdait dans une brume d'argent qui s'accrochait au toit et glissait entre les réverbères. Je me souviens d'avoir observé, depuis la fenêtre de notre logis de Baker Street, la silhouette incertaine des fiacres qui se mouvaient à pas lents, comme des ombres hésitantes dans un monde suspendu. Le printemps, pourtant, avait laissé percer quelques signes de renouveau. Les premières feuilles, timides, tentaient de briser le voile humide, et l'air, malgré la fraîcheur, contenait une douceur annonciatrice. Londres, ce jour-là, avait l'allure d'un théâtre dont les rideaux ne s'étaient pas encore levés, comme si chaque personnage attendait dans l'ombre le signal d'une représentation. Holmes, installé dans son fauteuil favori, fumait sa pipe avec une sérénité apparente, tandis que je consignais quelques notes médicales distraites. Je me laissais aller à croire que cette matinée serait sans heure, que la paix rare qui enveloppait notre appartement durerait quelques heures encore. Mais comme il arrive souvent dans la vie de mon illustre ami, les instants de calme n'étaient que le prélude à de nouvelles intrigues. Je ne savais pas encore que, derrière ce voile de brume, une affaire singulière s'apprêtait à se présenter à nous. Le 221B respirait une tranquillité particulière ce matin-là. Mrs. Hodgson allait et venait, discrète, déposant le thé sur la table basse. Holmes, immobile, avait le regard fixe, mais je savais qu'il sondait qu'un visiteur franchirait bientôt notre porte. Soudain, le rythme régulier de notre matinée fut rompu par un bruit ferme et décidé dans l'escalier. Des pas nets, précipités mais mesurés, qui résonnaient comme l'annonce d'une urgence. Je tournai la tête vers la porte, surpris. Mais Holmes, sans un mot, haussa imperceptiblement les sourcils. « Un jeune homme, élégant, habitué à l'autorité », murmura-t-il, avant même que la poignée ne s'actionne. J'étais toujours stupéfait de ces déductions instantanées qu'il tirait des sons les plus ordinaires. Les pas se rapprochèrent, marquant chaque marche avec une détermination croissante, puis s'arrêtèrent brusquement devant notre palier. Le silence se fit une seconde, chargé d'une tension presque palpable, avant que l'on ne frappe 3 coups rapides à notre porte. La porte s'ouvrit et un jeune homme entra. Il devait avoir à peine 30 ans, et pourtant son visage portait déjà les marques de nuit sans sommeil et d'inquiétude profonde. Ses vêtements étaient d'une coupe raffinée, mais sa cravate mal nouée et son manteau encore humide de brume laissaient deviner une agitation fébrile. Ses yeux d'un bleu clair brillaient d'une inquiétude qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Il s'inclina brièvement, comme accablé par le poids invisible d'un fardeau qu'il ne savait comment poser. Holmes, d'un geste aimable mais ferme, l'invita à s'asseoir, tandis que je refermais derrière lui. « Messieurs, je viens à vous dans une situation de la plus grande urgence, » déclara-t-il d'une voix légèrement tremblante. Je vis ses mains gantées serrer nerveusement la canne qu'il tenait. Il hésita, sembla vouloir parler puis se tut, comme s'il craignait que ses paroles ne scellent un destin irrévocable. L'air dans la pièce s'épaissit, et je sentis déjà que ce visiteur ne nous apporterait pas un problème ordinaire, mais une énigme lourde de conséquences. Pendant que le jeune homme cherchait ses mots, Holmes l'examina avec une attention tranquille. Ses yeux parcouraient chaque détail. La poussière brune au bas de son pantalon, le léger tremblement de sa... Enfin, après un silence tendu, le jeune homme déclara d'une voix basse. « Messieurs, je viens solliciter votre aide dans une affaire de duel. Un duel secret qui doit avoir lieu ce printemps. » Ces mots, prononcés avec une gravité solennelle, résonnèrent dans la pièce comme une menace voilée. Holmes croisa les mains, les yeux brillants d'un intérêt soudain, tandis que je sentais un frisson parcourir mon échine. Car ce simple aveu ouvrait la porte à une énigme que nous n'avions pas encore mesurée. L'inconnu, qui jusque-là se tenait figé au milieu du salon, finit par se présenter. Il déclina son nom avec une retenue douloureuse. Lord Henry Ashcombe,
issu d'une lignée ancienne et respectée de l'aristocratie anglaise. Je remarquai aussitôt combien ce titre, qui devait inspirer la fierté, semblait lui peser comme un fardeau. Ses traits, d'une finesse presque fragile, étaient marqués par une pâleur excessive. Ses yeux, d'un bleu lavé, fuyaient parfois le regard, et ses mains, qu'il posait nerveusement sur ses genoux, trahissaient une agitation intérieure qu'il peinait à contenir. Son habit était irréprochable dans la coupe, mais portait des signes d'un voyage précipité. La poussière aux manches, une déchirure légère à la boutonnière. À ses côtés, je sentis la tension envahir la pièce, comme si chaque respiration était chargée d'une inquiétude à venir. Holmes, dans son fauteuil, observait sans broncher, ses yeux gris clairs fixés sur le visiteur avec cette intensité calme qui avait le don de désarçonner quiconque. « Vous êtes en proie à une grande détresse, Lord Ashcombe, » dit-il simplement, et le jeune homme acquiesça d'un mouvement brusque, comme soulagé que l'on nomme enfin le poids qui l'écrasait. Sans un mot de plus, notre visiteur tira de la poche intérieure de son manteau une enveloppe qu'il tendit à Holmes avec une précaution presque cérémonieuse. Je vis que ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il la déposa sur la table. Holmes l'ouvrit avec son couteau de bureau et déplia une feuille de papier épais, à l'écriture élégante. « Duel doit avoir lieu au printemps. Mais je crains que l'on ne cherche à me pousser dans un piège dont je ne reviendrai pas. » Je fus profondément frappé par le dilemme que nous exposa Lord Ashcombe. Il affirma qu'il n'avait jamais souhaité cet affrontement, mais que le code implicite de son rang le plaçait dans une position impossible. Refuser un duel, disait-il, c'était accepter le déshonneur, et ce déshonneur rejaillirait non seulement sur lui, mais sur le nom de sa famille, sur ses ancêtres eux-mêmes. Je voyais à quel point cette pensée le rongeait. Pourtant, il y avait dans sa voix un désespoir presque suicidaire. Il semblait résolu à marcher vers ce duel comme vers une fatalité. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une pitié sincère pour ce jeune homme contraint par des règles d'un autre âge. Holmes, lui, demeurait impassible. Mais je savais qu'il notait chaque mot, chaque inflexion. Holmes prit alors la lettre et l'examina avec une minutie qui ne laissait rien échapper. Il la plaça sous la lumière, frotta du bout des doigts la surface du papier, puis observa attentivement les marques d'encre. « Papier de qualité française », nota-t-il, mais l'odeur légèrement métallique indique un encrier anglais de fabrication récente. Il caressa du doigt le pli central et ajouta « Celui qui a rédigé ceci a écrit avec une main sûre, mais voyez cette irrégularité dans la courbe du R, une hésitation qui n'appartient pas au style habituel du signataire. » Puis, désignant la signature, il déclara avec calme « Cette main n'est pas la sienne. C'est une imitation, habile certes, mais une imitation. » Je ne pus réprimer un sursaut. Le jeune noble, lui, devint livide. « Cela signifie, Lord Ashcombe, que vous avez peut-être affaire non pas à un adversaire qui vous provoque, mais à des individus qui souhaitent vous attirer dans un guet-apens. » Le jeune homme, tremblant, donna alors le nom de celui qu'on désignait comme son adversaire. Sir Alister Montrose, héritier d'une autre grande famille, connu pour son caractère ombrageux et ses querelles d'honneur. Ce nom seul semblait suffire à légitimer la provocation. Pourtant, Holmes fronça les sourcils. « Sir Alister, dites-vous, voilà qui est intéressant. Car il est connu pour son impulsivité, mais non pour sa froideur méthodique. » Mon ami demeura pensif un instant. « Il est possible qu'il ait servi de paravent à d'autres mains plus habiles, » ajouta-t-il. Lord Ashcombe se redressa, surpris. « Vous croyez donc que je ne fais pas face à un duel véritable ?» Holmes esquissa un sourire bref. « Je crois que ce duel n'est qu'une pièce montée, dont les coulisses nous demeurent encore obscures. » Ces paroles, dites d'un ton tranquille, eurent sur notre visiteur l'effet d'un choc. On pouvait lire dans ses yeux l'effroi de découvrir que son ennemi n'était peut-être pas celui qu'il croyait. Un lourd silence s'installa après ces révélations. Lord Ashcombe, incapable de parler, fixait le sol avec une intensité presque douloureuse. Ses mains tremblaient, et je craignais qu'il ne perde toute contenance. Holmes, quant à lui, resta longtemps immobile, ses doigts joints sous son menton, le regard perdu dans une méditation profonde.
Je savais qu'il reconstruisait déjà dans son esprit la trame invisible des événements. Pour ma part, je sentis un frisson me parcourir, une sombre impression que ce duel n'était qu'un voile posé sur un dessein plus funeste. Lorsque le jeune aristocrate leva enfin les yeux, je vis dans son regard une peur que même la logique rassurante de Holmes ne parvenait pas encore à apaiser. Holmes demeura silencieux, les mains jointes sous son menton, tandis que Lord Ashcombe poursuivait son récit. J'étais frappé par la manière dont mon ami laissait couler chaque mot, sans hâte, sans la moindre interruption. Il semblait absorber non seulement le contenu de l'histoire, mais aussi la cadence des phrases, les silences qui les séparaient, et la main. Ces dernières tremblaient d'une façon particulière, non pas l'agitation de la peur immédiate, mais celle plus subtile d'une conscience troublée. À plusieurs reprises, il effleura sa tempe, comme pour chasser une pensée qu'il n'osait exprimer. Je remarquai aussi qu'il évitait obstinément certains mots, contournant les sujets les plus délicats avec des périphrases maladroites. Ce fut Holmes qui, d'un simple froncement de sourcils, me fit comprendre que tout cela avait pour lui plus d'importance que les phrases mêmes que nous entendions. Ce fut alors que Holmes baissa les yeux, non pas par distraction, mais pour fixer les bottes de notre client. Je suivis son regard, et à ma grande surprise, je vis ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Des éclaboussures de boue séchée, brunes et légèrement craquelées. « Remarquez, Watson, » dit Holmes avec une douceur presque ironique. « Notre visiteur prétend n'être venu à Londres que ce matin, et pourtant voici de la boue de la banlieue ouest, reconnaissable à sa texture argileuse. » Lord Ashcombe eut un mouvement brusque, comme piqué au vif. « Ce trajet récent, vous ne l'avez pas mentionné, milord, » ajouta Holmes. « Et cependant, vos bottes racontent une histoire que votre bouche tait. » Je demeurai interdit. À peine avais-je noté la moindre salissure, et déjà Holmes en tirait une conclusion troublante. Holmes, sans se départir de son calme, recoupa ensuite 2 éléments du récit. Lord Ashcombe avait affirmé avoir reçu la lettre de provocation à son domicile de campagne, mais il avait également déclaré ne pas avoir quitté Londres depuis plusieurs semaines. Cette contradiction, légère en apparence, devint entre les mains de Holmes une faille béante. « Milord, » dit-il avec une douceur glaciale, « il y a dans vos propos une discordance qui ne saurait être le fruit du hasard. » Le jeune aristocrate rougit violemment et détourna le regard, signe évident qu'une part de la vérité restait volontairement dissimulée. Après un long moment de silence, Holmes reprit la parole, cette fois avec une gravité particulière. « Je crains, Lord Ashcombe, que vous... » Holmes se leva enfin et posa une main légère sur l'épaule de notre client. « Prenez garde, » dit-il simplement. « Vous marchez sur un terrain où chaque pas peut dissimuler une embûche. » Lord Ashcombe, bouleversé, acquiesça d'un signe de tête, incapable d'articuler la moindre parole. Lorsque la porte se referma derrière lui, Holmes demeura un instant immobile, avant de se tourner vers moi. « Watson, » murmura-t-il, « il flotte autour de cette affaire un parfum de trahison. » Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et je sus qu'un mystère bien plus vaste venait de s'ouvrir devant nous. Le lendemain matin, Holmes m'invita à l'accompagner à Bloomsbury, où résidait l'homme que l'on désignait comme l'adversaire de Lord Ashcombe. Le ciel, encore voilé de nuages, laissait passer par instants un rayon pâle qui se reflétait sur les pavés humides. Les fiacres roulaient lourdement, éclaboussant de boue les passants pressés. Je remarquai que Holmes, durant tout le trajet, demeura silencieux, les yeux fixés sur le flot de la rue, comme s'il recomposait déjà dans son esprit une scène invisible à mes yeux. À plusieurs reprises, il sortit sa montre de gousset, mais non pour lire l'heure. Il semblait mesurer autre chose, peut-être la cadence d'événements à venir. Je n'osais troubler sa concentration, bien que l'impatience me gagnât. En approchant du quartier de Bloomsbury, la physionomie des maisons changea. Les façades y étaient plus cossues, les jardins plus discrets, mais l'air y portait une gravité qui contrastait avec la vie animée du centre. Quand enfin notre fiacre s'arrêta devant une large demeure à la pierre sombre, Holmes eut ce léger sourire que je lui connaissais bien, celui qui marquait l'instant où le jeu véritable commençait. La maison de Sir Alister Montrose se dressait devant nous, large et sévère, ornée de colonnes qui semblaient défier le temps. Les volets, tirés à demi, donnaient à l'ensemble un aspect renfermé,
presque hostile. En franchissant le portail de fer forgé, je ressentis un malaise croissant. La demeure ne respirait pas l'hospitalité. D'hospitalité. Je perçus immédiatement, dans son regard fuyant, une volonté manifeste de nous tenir à distance. Ses réponses à nos questions étaient brèves, ses gestes raides, et je crus même distinguer dans ses yeux une lueur de méfiance presque haineuse. Holmes, bien entendu, ne laissa rien paraître, mais je savais qu'il notait chaque inflexion de voix, chaque geste contraint. Plus nous avancions dans la demeure, plus je sentais que nous n'y étions pas les bienvenus. Nous fûmes conduits dans un salon vaste mais froid, orné de lourdes tentures et de portraits d'ancêtres aux regards sévères. Holmes, d'un pas tranquille, parcourut la pièce comme un amateur d'art qui contemple une collection, mais ses yeux se posaient toujours aux endroits les plus inattendus. Il s'arrêta devant une table recouverte d'un tapis de velours rouge, qu'il souleva légèrement du bout des doigts. Là, dissimulés maladroitement, se trouvaient de petits résidus grisâtres. « Intéressant », murmura-t-il. Je m'approchai et reconnus non sans frisson la poudre à canon. « Cela ne saurait être un hasard », ajouta-t-il calmement. « On a voulu masquer ici une activité que l'on ne souhaitait pas rendre publique. » Le majordome, qui se tenait à quelques pas, pâlit légèrement, et je compris que cette découverte avait plus de poids qu'il ne voulait bien l'admettre. Alors que Holmes inspectait un secrétaire, mon regard fut attiré par une corbeille débordant de papier froissé. Je me penchai et tirai au hasard un feuillet encore lisible. Les phrases, bien que déchirées, portaient des menaces voilées. « Vous serez tenu pour responsable. L'honneur réclame. Il faudra que le sang efface. » Je remis le fragment à Holmes, qui le lissa avec soin. « Voilà qui éclaire davantage la mise en scène, » dit-il d'un ton grave. Cette lettre ne visait pas seulement à provoquer, mais à contraindre. Voyez comme les mots sont choisis pour éveiller la peur. Je sentis l'ombre du piège se préciser. Derrière le théâtre du duel se profilait une machination plus sournoise. Holmes, fouillant à main, nous allions quitter la pièce lorsque, levant machinalement les yeux, j'aperçus une silhouette fugitive sur le palier supérieur. Elle nous observait, immobile, avant de disparaître dans l'ombre avec une rapidité troublante. Je restai un instant figé, le cœur battant, me demandant si ce regard n'était pas celui d'un complice tapi dans l'ombre, prêt à veiller jalousement sur le secret de Bloomsbury. Ce fut dans l'après-midi même, après notre retour de Bloomsbury, que Holmes m'annonça son intention d'une filature nocturne. Je l'avais trouvé plongé dans une réflexion si intense que je n'osais le déranger. Mais lorsqu'il releva enfin la tête, ses yeux brillaient de cette lueur que je connaissais bien. Celle d'un chasseur sur la piste. « Watson, » dit-il, « il est nécessaire que nous nous rendions ce soir au Parc Regent. J'ai tout lieu de croire que certaines pièces manquantes du puzzle y apparaîtront. » Je fus surpris de cette décision, car rien, dans le récit de Lord Ashcombe, ni dans les indices recueillis, ne semblait pointer directement vers ce lieu. Mais mon expérience auprès de Holmes m'avait appris qu'il n'agissait jamais par hasard. J'acceptai donc sans protester, tout en sentant naître en moi cette appréhension particulière que suscitait toujours l'inconnu. Lorsque la nuit tomba, lourde et sans lune, nous quittâmes Baker Street d'un pas déterminé. Holmes, enveloppé dans son long manteau, semblait déjà devancer de plusieurs pas la suite des événements, tandis que moi, fidèle à mon rôle, je me préparais à être le témoin attentif de cette nouvelle phase de l'enquête. Nous parvâmes au Parc Regent à une heure où la ville semblait retenir son souffle. La brume, qui s'élevait des pelouses encore humides, enveloppait les allées comme un voile diaphane. Les réverbères, espacés à intervalles réguliers, diffusaient une lumière blafarde qui se perdait aussitôt dans la ouate grise. L'ensemble créait une atmosphère presque irréelle, où chaque silhouette devenait une ombre mouvante et chaque arbre un spectre figé. Le silence n'était troublé que par le froissement lointain d'ailes nocturnes et le claquement sec d'une branche sous le pied prenait des proportions immenses dans ce silence. Je percevais chaque battement de mon cœur comme un tambour impatient. Holmes, immobile, semblait avoir suspendu jusqu'à sa respiration. Ses yeux fixaient l'obscurité avec une intensité qui me glaçait. Plus le temps s'écoulait, plus je me demandais si nous n'étions pas victimes d'un faux espoir. Mais soudain, un pas discret résonna sur le gravier, suivi d'un second. Mon compagnon eut un léger mouvement, comme un chat qui dresse l'oreille.
Le moment attendu approchait. Deux silhouettes émergèrent de la brume, se rejoignant sous un groupe d'arbres isolés. Elles avançaient avec une prudence étudiée, leurs gestes trahissant l'importance de ce rendez-vous clandestin. Je distinguai l'un des hommes qui tenait à la main un objet allongé, peut-être une canne, qu'il serra nerveusement avant de le glisser contre le tronc d'un chêne. L'autre, plus massif, parlait à voix basse, et je n'entendis que quelques syllabes indistinctes qui se perdaient dans la nuit. Holmes, sans quitter sa cachette, me désigna du regard cette scène, comme pour m'indiquer que chaque détail avait un sens. Les deux hommes se rapprochèrent encore, échangèrent une poignée de mains brèves, puis se mirent à discuter avec animation, ponctuant leurs phrases de gestes rapides. Je sentis mon sang se glacer. Ces ombres, qui se mouvaient dans le secret, semblaient préparer quelque chose qui dépassait le simple cadre d'un duel d'honneur. Holmes, dont l'oreille était plus fine que la mienne, me fit signe de tendre l'attention. À travers la brume, des bribes de phrases nous parvinrent, étouffées mais distinctes dans leur gravité. J'entendis le mot « aube », prononcé avec insistance, puis celui d'honneur, suivi d'une pause lourde de sens. Mais ce fut la dernière expression qui glaça mon sang. Un témoin à faire taire. À ces mots, Holmes inclina la tête avec un calme apparent, mais je vis ses yeux s'illuminer d'un éclat glacé. Je compris qu'il avait saisi dans ces quelques syllabes une clé capitale. Pour ma part, je sentis un trouble profond. Qui était ce témoin mené? À ce moment, l'un des hommes sortit de sa poche un petit coffret noir, qu'il ouvrit rapidement pour en montrer le contenu à son interlocuteur. Je distinguai un éclat métallique, puis le couvercle fut refermé avec empressement. Le coffret changea de main d'un geste nerveux, et l'homme plus massif le glissa aussitôt dans une sacoche de cuir qu'il serra contre lui comme un trésor dangereux. Holmes, immobile à mes côtés, observait la scène sans ciller, chaque muscle de son visage tendu par l'intensité de sa concentration. « Voilà, Watson, le cœur de leur manœuvre », murmura-t-il si bas que je crus l'avoir rêvé. Cette transaction clandestine, accomplie dans la nuit brumeuse, me parut plus lourde de menaces qu'un duel en plein jour. Je crus alors entendre sous mon pied le craquement sec d'une branche. Le bruit, discret pour moi, résonna comme un coup de tonnerre dans ce silence absolu. Les deux silhouettes se raidirent aussitôt, échangèrent un regard inquiet, puis s'élancèrent dans la brume avec une rapidité féline. Leurs pas s'éloignèrent précipitamment, se perdant dans les allées du parc. Holmes, sans manifester le moindre émoi, posa une main ferme sur mon bras pour me retenir d'une poursuite inutile. « Ne craignez rien, Watson. Ils ont déjà laissé derrière eux plus qu'ils ne croient, » dit-il en se penchant vers le sol. À l'endroit même où les hommes s'étaient tenus, Holmes se baissa et éclaira du regard la terre humide. Une empreinte s'y dessinait avec une netteté remarquable, celle d'un soulier finement ouvragé, au motif délicat, tout à fait incongru pour une rencontre secrète dans un parc nocturne. « Observez, Watson, dit-il avec gravité. Ceci n'appartient pas à Sir Alister Montrose. Ce dernier est connu pour ses bottes épaisses, adaptées à la campagne. Nous tenons donc la preuve que l'homme que l'on veut désigner comme adversaire n'est pas l'acteur principal de ce drame. » Je contemplais cette empreinte comme si elle contenait déjà la vérité de l'affaire. Mais au lieu de nous rassurer, cette découverte élargissait encore le mystère, en désignant un protagoniste invisible qui tirait me frappa comme un signe de gravité. À mesure que l'heure avançait, je sentais grandir une tension sourde, et je me surpris à redouter que mon ami ne me cache une entreprise dangereuse. Je pressentais que la journée s'annonçait décisive, et qu'elle allait nous emporter vers des périls que je n'imaginais pas encore. Peu après le petit déjeuner, Holmes s'arrêta soudain, se posta devant la cheminée et déclara d'une voix mesurée : « Watson, ne m'attendez pas pour le déjeuner. » Il me glissa alors un billet, si court qu'il en paraissait volontairement énigmatique. « Confiance. Retour ce soir. » Avant que je ne puisse protester, il saisit son chapeau et quitta la pièce d'un pas décidé. Je restai seul, stupéfait de la brusquerie de ce départ. Holmes n'avait pas pour habitude de me laisser dans l'ombre, à moins que l'affaire ne requît une discrétion extrême. Je descendis dans la rue, espérant le suivre, mais déjà sa silhouette avait disparu dans la foule. Ce silence, plus que ses paroles, me troubla profondément. Était-il parti pour protéger un témoin, interroger un complice,
ou affronter directement l'ennemi. Je me retrouvais dans l'impossibilité de le savoir. Mon esprit, en proie à 1000 hypothèses, oscillait entre l'admiration de son audace et la crainte de ce qu'il allait découvrir sans appui. Je passais le reste de la matinée dans un état d'inquiétude qui me rendait incapable de toute occupation. Je tentais de me plonger dans la lecture, mais chaque ligne s'effaçait devant l'image de Holmes affrontant seul des dangers invisibles. Je me reprochais de ne pas avoir insisté pour l'accompagner, de ne pas avoir exigé des explications plus précises. À chaque bruit dans la rue, je bondissais vers la fenêtre, espérant apercevoir sa silhouette familière. Le temps s'étirait avec une lenteur insupportable, et je sentais une sourde angoisse peser sur moi, comme si un malheur s'approchait inexorablement. L'après-midi venait à peine de commencer, lorsque la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Lord Ashcombe dans un état de panique visible. Son visage, déjà pâle, était marqué par l'effroi, et ses vêtements froissés trahissaient une course précipitée. « Docteur Watson », s'écria-t-il, « je ne sais où est Monsieur Holmes, mais je vous conjure de m'aider. Mes ennemis avancent la date du duel. Ils veulent que l'affrontement ait lieu plus tôt que prévu, peut-être dès demain, à l'aube. » Je restais frappé par l'urgence de ses paroles. Le jeune homme tremblait de tout son être, et ses yeux reflétaient la certitude d'un piège mortel qui se refermait sur lui. J'eus honte de mon impuissance. Holmes, seul à pouvoir dénouer ce filet, était absent, et moi je n'avais que mon inquiétude pour arme. Je tentais néanmoins de rassurer notre client, tout en sentant que chaque minute perdue rapprochait le spectre de la catastrophe. Dans mon désarroi, je cherchais un instant refuge dans la lecture des journaux du jour. Mais, au détour d'une colonne, une nouvelle attira mon regard et fit bondir mon cœur. On rapportait qu'un homme avait été aperçu, la nuit précédente, rôdant dans les environs de Bloomsbury, avec ce que l'on croyait être une arme dissimulée sous son manteau. Le voisinage, alarmé, avait prévenu la police, mais l'individu s'était éclipsé avant toute intervention. Je reposais le journal avec un frisson. Cette description vague, mais suffisamment précise, me fit craindre le pire. Holmes s'était-il approché trop près du danger, et ce rôdeur n'était-il autre que l'ombre d'un ennemi guettant son heure? Ce simple entrefilet, perdu au milieu des annonces, me parut soudain un présage funeste. Décidé à ne pas rester inactif, je descendis dans la rue, espérant glaner quelque indice du départ matinal de Holmes. Mais chaque tentative se solda par un échec. Ni les fiacres de la station voisine, ni les marchands de tabac, ni les enfants qui traînaient sur le trottoir n'avaient remarqué son passage. C'était comme si mon ami avait volontairement effacé toute trace derrière lui. S'insinuait dans mon esprit. Et si Holmes avait été pris dans un piège trop habile? Si son intelligence même avait rencontré une ruse plus noire encore? J'évoquais des images effroyables. Mon ami désarmé dans une ruelle, ou bien enfermé dans quelque pièce obscure, attendant le coup fatal. Cette perspective, si absurde d'ordinaire, me sembla cette nuit-là d'une plausibilité terrifiante. J'allais de la cheminée à la fenêtre, incapable de demeurer en place, écoutant le moindre bruit comme un appel. Mais Londres, indifférente à mon tourment, continuait sa rumeur lointaine, tandis que mon âme se débattait dans un silence qui prenait les allures d'un funèbre présage. Alors que je m'apprêtais, accablé, à clore ma journée, un froissement discret attira mon attention. Je trouvai, glissé sous la porte, un billet plié à la hâte. Le papier, ordinaire, portait une écriture tremblée. « Rendez-vous à l'aube, le destin s'y jouera. » Ces mots, aussi sobres qu'inquiétants, suffirent à glacer mon sang. Qui avait pu les déposer? Était-ce un avertissement destiné à Holmes, ou une menace à peine voilée pour son fidèle compagnon? Je relus plusieurs fois le billet, espérant y trouver une nuance rassurante, mais chaque lecture ne faisait qu'accentuer l'impression d'un piège imminent. Le silence de Holmes, joint à cette missive anonyme, tissait autour de moi un filet de pressentiments funestes. Je compris que l'aube prochaine porterait avec elle une épreuve dont ni lui ni moi ne sortirions indemnes. Lorsque je sortis de la voiture qui nous avait conduits à la lisière du terrain convenu, l'air humide de l'aube me mordit aussitôt les poumons. La brume s'élevait en nappes épaisses au-dessus de la clairière, étouffant les contours des arbres et donnant à ce coin de campagne londonienne l'allure d'un théâtre spectral.
Le silence était si dense que chaque craquement de branche paraissait un écho funèbre. J'avais souvent accompagné Holmes dans des lieux de danger, mais jamais je n'avais ressenti pareille impression de fatalité suspendue. Les premières lueurs du soleil, timides, bientôt, des silhouettes se dessinèrent à travers la brume. Le jeune Lord Ashcombe avançait d'un pas ferme, mais ses traits crispés trahissaient une angoisse intérieure. À ses côtés, son second s'efforçait de lui parler d'une voix mesurée, mais je voyais que ses paroles glissaient sans pénétrer. De l'autre côté de la clairière, son rival fit son apparition. Sir Alistair Montrose, grand, froid, le port altier, entouré lui aussi de témoins au visage fermé. La distance qui les séparait me sembla moins géographique que morale, comme deux pôles opposés d'une même tragédie. Les regards échangés étaient d'une dureté glaciale, empreints d'une résolution qui n'admettait aucune rétractation. Aucun cri, aucune protestation ne venait troubler cette rencontre silencieuse, comme si chacun se soumettait à une loi antique et implacable. La tension, palpable, s'épaississait dans l'air, et je sentis mon cœur battre avec une violence douloureuse. Les seconds se consultèrent brièvement, puis entamèrent avec un cérémonial solennel l'organisation du duel. On mesura la distance, on vérifia les pistolets, on dicta les règles d'une voix grave, comme s'il s'agissait d'un rituel religieux. Chaque geste, chaque parole portait la marque de la fatalité. Pour ma part, je demeurais à l'écart, partagé entre la répulsion et le devoir. Je n'avais jamais cru à l'honneur qu'on prétend laver dans le sang, et je voyais dans ce simulacre de justice une folie cruelle. Pourtant, je n'ignorais pas que je ne pouvais rien pour arrêter cette marche implacable vers la violence. Je jetai un coup d'œil au ciel. L'aube, toujours noyée de brume, semblait elle-même suspendue, complice muette de ce drame. Au moment précis où les armes furent apportées, Lord Ashcombe tourna la tête vers moi. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux une détresse muette, un appel désespéré que les convenances l'empêchaient d'exprimer à voix haute. Ses traits, jusque-là tendus par la volonté, s'adoucirent l'espace d'un instant, révélant l'enfant apeuré sous le masque de l'aristocrate. Longtemps. Les témoins se reculèrent, et l'un d'eux leva déjà le bras pour donner le signal. Je sentis ma gorge se serrer, mes jambes vaciller, car l'instant fatal approchait. J'eus le pressentiment que ce geste, anodin en apparence, allait trancher la vie de l'un des deux hommes et plonger les autres dans un abîme irrévocable. La brume, complice silencieuse, s'épaississait encore, rendant chaque silhouette fantomatique. Mon cœur battait avec une violence telle qu'il me semblait entendre sa pulsation résonner dans la clairière. L'irréparable était à une seconde de s'accomplir. Alors que le bras du témoin allait s'abaisser, une silhouette jaillit soudain de la brume. La démarche était assurée, la voix claire et impérieuse. « Arrêtez !» Le mot claqua comme un coup de tonnerre. C'était Holmes. Je ne saurais décrire le soulagement fulgurant qui m'envahit à cet instant. Drapé dans son manteau sombre, son visage éclairé d'une intensité farouche, il s'avança sans hésiter entre les deux adversaires médusés. Aucun ne trouva la force de presser la détente. « Ce duel n'aura pas lieu », déclara-t-il avec une autorité qui ne souffrait aucune réplique. Je vis les témoins échanger des regards incrédules, mais nul n'osa se mouvoir. L'énergie de mon ami dominait toute la scène, comme s'il avait imposé d'un seul mot une loi supérieure à celle de l'honneur. Jamais je ne l'avais vu si impérieux, si grand dans l'exercice de sa volonté. L'aube, figée dans sa brume, semblait elle-même suspendue à cette voix. Un silence pesant s'abattit sur la clairière. Les témoins, qui quelques instants auparavant s'apprêtaient à sanctionner la fatalité, demeuraient figés dans une stupeur où se mêlaient la colère et la crainte. Sir Alistair fronça les sourcils, mais son pistolet resta immobile. Lord Ashcombe, quant à lui, laissa retomber légèrement son arme, comme si la présence de Holmes avait ôté tout sens à ce geste funeste. Les seconds, déconcertés, se consultaient du regard, incapables de décider s'il fallait protester. Sans relâcher sa prise sur l'assemblée, Holmes déploya son accusation avec une précision glaciale. Ce que l'on vous a présenté comme un duel n'est qu'une mascarade. Derrière cette mise en scène se cache une entreprise plus vaste, un crime soigneusement préparé. Il marqua une pause, laissant ses paroles imprégner les esprits.
J'ai en ma possession des preuves irréfutables, des lettres, des objets, et même des témoins prêts à parler. L'enjeu n'est pas ici la sauvegarde d'un honneur froissé, mais le silence d'un témoin trop clairvoyant. Ces mots, jetés dans le brouillard comme des pierres dans une eau stagnante, produisirent leur effet. Chacun se figea, pris entre la stupeur et la peur de voir s'écrouler l'édifice fragile de ses certitudes. Après ces révélations, plus personne ne bougea. Les armes restaient levées, mais inutiles. Les visages crispés, mais incapables de se décider. Le temps semblait s'être figé, comme si la clairière tout entière retenait son souffle. On n'entendait plus que le ruissellement d'une goutte de rosée tombant des branches, amplifié dans le silence oppressant. Holmes, seul au centre, dominait la scène par sa présence, ses paroles résonnant encore dans les consciences. Était-ce la vérité absolue qu'il venait de prononcer, ou bien le prélude à une révélation plus terrible encore? L'incertitude, lourde comme une chape, paralysait chacun. Moi-même, le cœur battant à rompre, je me demandais si cette vérité naissante suffirait à briser le cercle du sang, ou si elle n'annonçait qu'une lutte plus sombre encore. La clairière, encore chargée de brume, semblait figée dans une attente fiévreuse. Tous les regards, qu'ils fussent hostiles ou suppliants, convergeaient vers Holmes. Et lui, au centre de cette assemblée immobile, se tenait d'un calme absolu, tel un juge rendu maître de la scène. Sa voix, lorsqu'il parla, ne trembla pas. « Messieurs, dit-il, avant qu'un geste irréparable ne soit accompli, sachez que je détiens la clé de cette affaire. » Ces mots prononçaient provocation chevaleresque, mais un ordre voilé d'éliminer un témoin importun. Les mots résonnèrent dans le silence tendu. Je remarquai que Montrose pâlissait imperceptiblement, comme si chaque syllabe arrachait un pan de son masque. Les témoins eux-mêmes, jusqu'alors fermes, semblaient chanceler dans leur certitude. La lettre, cet objet si banal en apparence, se révélait soudain comme la pièce maîtresse d'un complot où l'honneur n'était qu'un rideau de fumée. Holmes sortit ensuite de sa poche un gant que je reconnus aussitôt. C'était celui que nous avions découvert à Bloomsbury, taché d'une matière brunâtre. Il le brandit, et chacun put distinguer la trace sombre qui le souillait. « Voici, déclara-t-il, la preuve tangible qu'une agression a eu lieu avant même la prétendue provocation. Cette tache n'est pas de la boue ni de l'encre, c'est du sang séché. » Il ajouta, d'une voix ferme, « Le duel n'est qu'un artifice destiné à couvrir ce crime initial. On voulait que la balle de ce matin ne paraisse qu'une suite logique de l'honneur offensé, alors qu'il ne s'agissait que d'un camouflage pour achever une victime déjà frappée. » Un murmure glacé parcourut l'assemblée, et je sentis pour la première fois que les seconds eux-mêmes doutaient de la légitimité de leur rôle. Enfin, Holmes évoqua la scène nocturne que nous avions observée au Park Regent. « Watson et moi, dit-il, avons surpris une rencontre secrète entre deux hommes. Un coffret y fut échangé, avec une hâte qui ne trompait pas. Il sortit alors de sa sacoche une description précise du coffret, que j'avais moi-même vu disparaître dans la brume. Ce coffret contenait non pas des gants ou des papiers, mais l'arme véritable du crime. On voulait que l'accusation de meurtre se perde dans le vacarme d'un duel arrangé. » Ces paroles, claires et mesurées, frappaient les consciences plus sûrement qu'aucune menace. Les hommes présents, figés, semblaient tout à coup se voir projetés dans une mascarade dont ils étaient les acteurs involontaires. Je perçus chez certains un frisson de haut. Holmes se tourna vers Sir Alistair Montrose, qui tenait encore son arme sans conviction. « Vous n'êtes pas l'instigateur de ce drame, » dit-il d'une voix calme mais tranchante. « On vous a poussé à endosser un rôle, celui de l'adversaire officiel, afin de détourner l'attention de la véritable main coupable. » Le noble, d'abord offensé, ouvrit la bouche pour protester, mais les mots s'étranglèrent. Je vis dans ses yeux l'éclair d'une prise de conscience. Il comprenait qu'il avait été manipulé, instrument docile d'une intrigue qui le dépassait. Ses témoins eux-mêmes se regardaient avec un trouble croissant, incapables de défendre une façade qui s'effritait sous le poids des révélations. Holmes, impassible, laissa planer ce silence accusateur, comme pour leur donner le temps de mesurer l'abîme sur lequel il s'était avancé. Puis Holmes se retourna lentement, et son doigt se tendit vers une silhouette restée en retrait.
C'était le domestique que nous avions rencontré à Bloomsbury, l'homme dont la froideur m'avait frappé. « Voici l'instigateur », proclama Holmes, et sa voix, glaciale, résonna comme une sentence. Un murmure parcourut l'assemblée. Cet homme n'a pas seulement obéi, il a dirigé. Son mobile? Une vengeance nourrie depuis des années contre la maison d'Ashcombe. Vengeance qu'il dissimulait sous le masque de la servitude. Le domestique recula d'un pas, s'estrait figé dans une expression de rage contenue. C'est lui qui a falsifié les lettres, organisé la rencontre nocturne et dissimulé l'arme. Chaque geste, chaque détail porte sa marque. Je fus frappé par la netteté de l'accusation et par la manière dont Holmes, tel un chirurgien, venait de trancher d'un seul geste le voile qui recouvrait la vérité. Le silence qui suivit eut la densité d'un coup de tonnerre. Holmes, désormais maître absolu de la scène, entreprit d'exposer la chronologie avec une clarté implacable. La victime, expliqua-t-il, fut d'abord attirée à Bloomsbury sous un prétexte fallacieux. Là, une agression eut lieu, comme le prouve le gant taché de sang. Arme désormais baissée, incapable de soutenir le regard de Holmes. Son visage exprimait non pas la colère, mais l'effondrement d'un homme qui découvre qu'il n'était qu'un pion. Le domestique, en revanche, se transforma. Ses traits se crispèrent, ses yeux flamboyèrent d'une rage impuissante. Il serra les poings comme s'il eût voulu bondir sur Holmes, mais l'autorité glaciale de mon ami, doublée du cercle des témoins, le clouait sur place. Entre la stupeur et la fureur, le contraste de leurs émotions soulignait l'abîme qui séparait la manipulation de l'innocence, la rage coupable de la naïveté dupée. Holmes, d'un geste calculé, sortit alors une enveloppe qu'il portait sur lui depuis le matin. Il en tira un croquis relevé dans le parc Regent, l'empreinte d'un soulier finement ouvragé, reproduite avec une précision remarquable. Cette empreinte, déclara-t-il, correspond exactement aux chaussures de ce domestique. C'est elle qui prouve sa présence à la rencontre secrète et qui l'attache irrévocablement au complot. Il montra la semelle, comparant les motifs distinctifs que l'on ne pouvait confondre. Les témoins s'inclinèrent devant cette évidence matérielle, et même les plus sceptiques durent admettre la justesse de la démonstration. Holmes venait de sceller l'accusation sans retour possible. Alors, comme si la logique de Holmes avait brisé toute résistance, les protagonistes s'effondrèrent moralement. Sir Alistair lâcha son arme qui tomba dans l'herbe humide, et ses épaules s'affaissèrent dans une attitude d'abandon. Le domestique, quant à lui, blêmit sous l'évidence, et sa rage se mua en un silence lourd, presque plus accablant qu'un aveu. Personne ne protesta davantage. La vérité, désormais nue, ne permettait ni fuite ni justification. Je sentis le poids de ce moment comme celui d'un jugement implacable, où la raison seule avait triomphé. Holmes, debout et calme, incarnait la force de la vérité qui s'impose malgré toutes les dissimulations humaines. Pour ma part, je demeurais saisi d'une admiration profonde et d'une inquiétude sourde. Nous reprîmes le chemin de Baker Street dans un silence lourd, comme accablé par le poids invisible des heures passées. La voiture qui nous ramenait semblait flotter dans une torpeur encore enveloppée de brume, et je demeurais absorbé dans mes pensées, incapable de formuler une parole. Lorsque nous franchîmes enfin le seuil du 221B, je ressentis un contraste saisissant. La quiétude familière de notre logis, avec son feu discret et l'odeur rassurante du tabac, se dressait face au tumulte dramatique dont nous venions d'être les témoins. Cette pièce, si souvent théâtre d'élucidations brillantes, me parut ce soir-là un refuge où l'âme cherchait à se rassembler après l'épreuve. Holmes, sans un mot, posa son manteau et alla se placer près de la fenêtre. Son visage, éclairé par la pâle lueur du jour finissant, gardait une gravité qui ne s'effaçait pas. Je sus alors qu'il ne se sentait pas vainqueur, mais témoin d'une tragédie dont le dénouement avait laissé derrière lui des ombres persistantes. Assis dans mon fauteuil, je laissais mes pensées vagabonder vers les aveux arrachés, les visages bouleversés, et la vérité qui avait jailli, implacable, sous la voix de Holmes. Pourtant, au lieu de ressentir le triomphe d'une justice accomplie, une tristesse sourde s'emparait de moi. Car derrière les preuves et la logique éclatante, je voyais la cruauté nue du complot, une vie sacrifiée pour un honneur factice.
des passions dévoyées qui n'avaient conduit qu'à la ruine morale de ceux qui les servaient. Chaque détail que j'avais noté, le gant taché, la lettre déchirée, le coffret échangé, prenait dans ma mémoire la couleur d'un avertissement funeste. Je compris alors que notre enquête, aussi brillante fût-elle, ne laissait pas derrière elle un sentiment de soulagement, mais le constat amer que les hommes, dans leur soif d'orgueil, creusent eux-mêmes leur propre abîme. Holmes, toujours immobile près de la fenêtre, finit par parler d'une voix lente, presque méditative. « Voyez-vous, Watson, l'orgueil est plus tranchant qu'une lame. Les hommes se moi-même à réfléchir sur cette frontière si mince qui sépare la gloire de la honte. Il suffisait d'une lettre falsifiée, d'un mot d'honneur mal compris, pour entraîner des hommes dans un piège mortel. Ce qui m'avait d'abord paru un drame individuel prenait maintenant la forme d'une leçon universelle. Combien d'illusions, fragiles comme la brume du matin, peuvent se transformer en chaînes implacables. Je pensais au regard désespéré de Lord Ashcombe, à la fierté brisée de Montrose et à la rage inutile du domestique. Chacun, prisonnier de ses propres illusions, avait contribué à dresser le théâtre de ce duel qui n'en était pas un. L'affaire tout entière m'apparaissait désormais comme une parabole. Sous l'éclat trompeur des mots d'honneur, il n'y avait que la précarité des passions humaines, capable d'engloutir l'innocent aussi bien que le coupable. Peu à peu, le jour s'éclaircit, et les rayons du soleil dissipèrent la brume qui enveloppait encore Londres. À travers la fenêtre, je vis les passants s'affairer, les fiacres rouler, la vie reprendre son cours avec une indifférence tranquille. Pourtant, dans notre salon, le silence demeurait, comme si le drame de la clairière s'était déposé entre nous, trop lourd pour être balayé par la lumière du matin. Holmes, immobile, gardait ses yeux fixés sur l'horizon. Sa silhouette, profilée par la clarté croissante, me parut empreinte d'une gravité presque prophétique. Je devinais que, malgré sa victoire intellectuelle, il restait hanté par le constat que ses déductions, si parfaites fussent-elles, ne pouvaient guérir les blessures de l'âme humaine. Je fermai les yeux un instant et laissai défiler en moi les images de ces dernières heures. La clairière noyée de brume, les armes levées, la voix de Holmes fendant le silence, et enfin la chute des masques. Tout cela, bien qu'élucidé, demeurait douloureux, comme une blessure invisible. Alors que la lumière printanière emplissait la pièce, je compris qu'il existe des vérités que même la logique la plus aiguë ne peut dissiper. Des vérités sur la faiblesse dans les filets du mensonge. Dites-le-moi en commentaire. Si ce voyage dans les brumes du mystère vous a touché, je vous invite à soutenir cette histoire. Laissez un like, partagez vos pensées en commentaire, offrez ce récit à d'autres amateurs d'énigmes, et abonnez-vous pour poursuivre ensemble la route des secrets et des ombres.